Tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau webinaire du CNCH. Aujourd'hui, on a un webinaire qui est consacré à l'oncologie, la cardio-oncologie. On a la chance d'avoir le professeur Isabelle Mahé, qui est cardiologue et chef de service de médecine interne à l'hôpital Louis Mourier. C'est assez rare comme association et c'est très bien et je pense que c'est l'avenir. Je voulais d'abord remercier l'Alliance BMS-Pfizer pour leur soutien institutionnel. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet discussion en bas de votre écran. Et puis, je vais laisser tout de suite la parole au professeur Isabelle Mahé qui va nous parler de maladies thromboemboliques veineuses et cancer. Voilà, c'est à vous. Bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran. J'espère que c'est bon. Voilà, normalement, de mon point de vue, c'est bon. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation et l'occasion de discuter avec vous des évolutions, notamment thérapeutiques, concernant la maladie veineuse thromboembolique et le cancer. C'est vraiment une thématique qui est tout à fait en mouvement, qui évolue beaucoup et auquel les cardiologues doivent de plus en plus faire face compte tenu de l'amélioration du pronostic et des patients avec cancer. On va essayer de voir ensemble comment et pourquoi. Donc, le soutien institutionnel de l'Alliance, mes conflits d'intérêts en toute transparence. Quelques mots pour commencer justement de contexte épidémiologique. On connaît la maladie veineuse thromboembolique, à savoir la thrombose veineuse proximale et l'embolie pulmonaire essentiellement, comme étant une manifestation classique du cancer, une manifestation associée d'ailleurs à un mauvais pronostic. Et ces notions doivent être revues à la lumière des évolutions de la prise en charge du cancer, justement, puisque vous pouvez voir en bas à droite, on a de plus en plus de cas de cancer à prendre en charge et que dans le même temps, grâce au progrès notamment des traitements anticancéreux, mais aussi des soins de support, le pronostic de ces patients s'améliore, la mortalité diminue. Le satellite de ça, c'est qu'on a de plus en plus de cas de thrombose associée au cancer, ce que vous pouvez voir en haut à droite, alors que pour les autres cas, les autres contextes, ça reste à peu près stable. Et ce constat s'opère, se fait, quel que soit le site du cancer, puisque vous pouvez voir sur la partie gauche que le nombre de cas de thrombose augmente pendant cette dernière décennie, quel que soit le site de cancer. On retrouve bien sûr les cancers les plus thrombogènes, comme notamment le pancréas, mais même pour les cancers réputés moins thrombogènes, comme la prostate et le sein, le nombre de cas augmente. Ce qui fait que la question qu'on se posait il y a encore seulement quelques années, et il n'y en avait qu'une, c'était quel est le traitement initial, et la plupart des patients étaient décédés au bout de 6 mois. Eh bien, cette notion a complètement évolué, puisque on doit bien entendu prendre en charge ces patients dès lors qu'ils ont développé, qu'ils ont le diagnostic d'événements veineux thromboemboliques, mais 60% d'entre eux sont encore vivants à 6 mois, donc il y a une autre question qui se pose, une deuxième question, qui est le traitement prolongé. Que fait-on chez les patients qui sont encore vivants? Et puis une autre question que je traiterai pas aujourd'hui sous forme de diapositive en tout cas, qui est celle de la prévention, ce qui est assez logique, puisque à partir du moment où le cancer est très thrombogène et qu'il y a une thrombose et de mauvais pronostic chez le patient cancer, il paraît relativement logique d'essayer de prévenir la survenue de cet événement, et c'est donc la raison pour laquelle il y a des études qui évaluent l'intérêt d'une prophylaxie chez les patients atteints de cancer. Où est-ce qu'on en est? Pour bien comprendre la philosophie de cette situation, il faut comprendre que le patient chez qui survient un événement veineux thromboembolique dans un contexte de cancer est exposé d'une part à un risque de récidive sous traitement anticoagulant, ces patients étant tellement à risque thrombogène que bien qu'ils soient sous traitement anticoagulant, ils ont un risque de récidive. Ils ont bien entendu un risque de saignement. Ils ont également un risque de décès. Ces risques sont supérieurs d'ailleurs chez le patient qui a un cancer par rapport à un événement veineux thromboembolique qui surviendrait chez un patient qui n'a pas de cancer.
Alors, comment faire puisque on doit les traiter pour prévenir la récidive, mais en même temps, ces patients risquent de saigner. Et quand on regarde le risque de décéder par un événement, quand on compare le risque de décéder par une récidive à gauche à celui de décéder par un saignement à droite, eh bien, on s'aperçoit que le risque de décéder par une récidive est nettement supérieur au risque de décéder par un saignement. C'est démontré, comme c'est résumé ici sur cette diapositive, à la fois dans les études observationnelles, mais aussi les essais thérapeutiques. Dans ce contexte, on doit traiter les patients puisque leur pronostic vital est essentiellement engagé ou le plus engagé par la récidive veineuse thromboembolique. Quels sont nos outils? Quels sont les outils à notre disposition pour traiter un événement veineux thromboembolique chez un patient atteint de cancer? Alors, on connaît les antivitamines K qui sont évidemment des traitements maintenant anciens, qu'on connaît dans la fibrillation auriculaire, qu'on connaît aussi dans la maladie veineuse thromboembolique. Et avec les AVK, ça se passe pas bien du tout. Les patients avec cancer, à la fois récidive et à la fois saignent. Donc, l'idée d'administrer chez ces patients une héparine de papa moléculaire quotidiennement. Et les études qui ont évalué prospectivement, des études prospectives randomisées qui ont comparé prospectivement différentes HBPM par rapport à un traitement AVK sont présentées sur la partie droite, où vous voyez chaque molécule à la posologie à laquelle elle a été évaluée, également la durée de l'étude qui a permis cette évaluation. Sur la partie gauche, vous pouvez voir les résultats qui sont résumés ici, avec toujours les récidives et les saignements. L'étude qui emporte le plus la démonstration et la méta-analyse est l'étude CLOT avec la daltéparine, mais toutes les études vont dans le même sens, à savoir une réduction significative du risque de récidive sous HBPM, sans pour autant majorer le risque de complications hémorragiques, ce qui a conduit à considérer l'unique option des HBPM au long cours chez les patients atteints de cancer pendant de nombreuses années dans les guidelines, qu'elles soient d'ordre oncologique, l'ESC, vasculaire. Tout le monde était à peu près d'accord en consignant d'ailleurs un effet de classe. Les AOD sont arrivés, évalués en prévention en chirurgie orthopédique, dans la fibrillation auriculaire, dans la maladie veineuse thromboembolique, et la tentation a été grande, bien que ces patients avec cancer soient très à risque, de les évaluer chez ces patients cancéreux, d'autant que ces patients sont très fragilisés, ont déjà beaucoup d'injections, et la voie orale paraît d'ailleurs extrêmement attractive chez ces patients. C'est pour ça que donc, des essais ont été initiés spécifiquement dans cette population qui pose un certain nombre de questions et qui a un certain nombre de particularités. À nouveau, vous voyez sur la partie droite le schéma de ces études résumées avec le nom de l'étude, la molécule envisagée, la durée de l'étude et le critère principal d'évaluation. Sur la partie gauche, vous avez résumé à 6 mois les critères qu'on regarde qui sont toujours les mêmes, qui sont à la fois les récidives et les saignements. On s'aperçoit sur la partie haute qu'en termes de récidive, on n'a pas d'inquiétude, des études menées en non-infériorité. Le fait de donner un AOD qui, je le précise, a été administré à la posologie habituellement utilisée dans la maladie veineuse thromboembolique, à ne pas confondre avec la fibrillation auriculaire, on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion. À ces schémas, donc MTEV, si je puis dire, on a clairement une non-infériorité qui est atteinte et une efficacité qui est globalement comparable entre l'AOD et l'HBPM. Là où ça se complique un peu, c'est quand on évoque le risque hémorragique. On voit que dans les premières études, donc SELECT-D avec le rivaroxaban et Opizaï cancer, on a eu plus de saignements majeurs, et on va y revenir juste après dans l'analyse. Ces saignements majeurs étaient essentiellement à type de saignement digestif avec les cancers digestifs, signal qu'on n'a pas observé dans les études qui ont suivi, Caravaggio étant avec un effectif plus conséquent que la plus récente étude Castadiva. En termes de saignement cliniquement relevant, c'est-à-dire majeur et cliniquement relevant non majeur, on retrouve ce signal avec donc un excès de risque hémorragique. Donc, on se retrouve avec des différences selon les AOD
qui compliquent un petit peu l'interprétation et la mise en pratique de ces études. Donc, voyons comment aborder ce risque hémorragique, puisque je vous ai dit qu'en gros, quelle que soit l'AOD utilisée, en termes d'efficacité, on n'a pas de questionnaire. En termes de risque hémorragique, les patients avec cancer qui ont thrombosé sous anticoagulants, ils sont à risque hémorragique de fait. Ça, c'est certain. Alors, on connaît les facteurs de risque hémorragique habituels, quel que soit, on est cardiologue, on sait que les sujets âgés vont saigner plus que les autres. On sait que si on a un antiagrégant associé à un anticoagulant, ça va saigner davantage, l'insuffisance rénale également. Tous ces facteurs sont évidemment, chez ces patients avec cancer, également associés au risque hémorragique. Mais il y a d'autres facteurs nouveaux à découvrir, à prendre en compte, et notamment ceux qui sont liés au cancer lui-même, et notamment on va y revenir donc au site du cancer et à la notion de tumeur qui serait encore en place. Ça, c'est quelque chose de nouveau, nouvellement identifié comme étant un facteur de risque hémorragique. Et puis il y a tout ce qui concerne également les traitements du cancer, et notamment la fameuse question des interactions médicamenteuses. Alors, comment est-ce qu'on avance là-dessus? Revenons sur nos études pour les analyser davantage. Donc, les deux premières études, comme je vous l'ai dit, Select-D Ocusaï Cancer, donc rivaroxaban et doxaban, ont été méta-analysées. Vous voyez sur la partie gauche. On s'aperçoit, c'est une analyse en sous-groupe a posteriori, qu'en analysant ce risque hémorragique, pourquoi il y a plus de saignements majeurs dans le groupe AOD que le groupe HBPM. Je vous l'ai dit, ces saignements sont essentiellement un type d'excès de complications d'hémorragie digestive. Et c'est surtout les patients qui ont un cancer gastro-intestinal qui expliquent cet excès de risque, comme vous le voyez, un risque relatif à 2,55, alors que quand on exclut ces patients avec un cancer gastro-intestinal ou un cancer génito-urinaire, eh bien, le risque hémorragique est tout à fait comparable entre les deux bras, entre l'AOD et l'HBPM. Vous voyez représenté sous forme de courbe ce que je viens de vous dire, les cancers gastro-intestinaux qui sont mis sous AOD, tout de suite saignent plus que sous HBPM. On sait que le fait d'anticoaguler un patient l'expose à un risque hémorragique, mais là, la particularité, c'est que ça saigne plus sous AOD que sous HBPM. Dans ce contexte, l'étude Caravaggio était particulièrement attendue. Caravaggio, c'était apixaban par rapport à l'HBPM, donc la daltéparine. Vous voyez ici figurer les risques de récidive. Au passage, on s'aperçoit que selon le site du cancer, le risque de récidive est très différent. Vous voyez également le risque de saignement majeur. Et dans cette étude, on s'aperçoit que il n'y a pas d'effet traitement, en tout cas, il n'y a pas d'excès de risque ni hémorragique, ni de récidive veineuse thromboembolique, selon qu'on utilise l'AOD, en l'occurrence l'apixaban, ou l'HBPM. Donc, on a deux études, les deux premières, où on voit que quand on a un cancer digestif, on saigne plus sous AOD que sous HBPM. Et dans cette étude-là, en termes de saignement majeur, on n'observe pas ce sur-risque. Bien sûr, on a un risque de saigner quand on anticoagule quelqu'un, ça, on ne reviendra pas dessus, mais pas plus de risque avec l'AOD que l'HBPM en termes de saignement majeur. Et là, je vous ai mis en bas tous les sites de cancer, parce qu'on peut peut-être se dire, il y en a un qui saigne plus, c'est compensé par l'autre. Ben non. Là encore, pas de différence de risque selon qu'on utilise l'AOD ou l'HBPM. On retrouve au passage que les patients qui ont un cancer digestif haut saignent plus que les autres, mais pas plus sous AOD que sous HBPM. Par contre, si on regarde cette fois-ci des cliniquement relevants non majeurs, cette fois-ci, il y a effectivement plus de saignements cliniquement relevants non majeurs sous apixaban de manière non significative, mais plus numériquement par rapport à la daltéparine. Alors, je vous disais qu'il fallait, quand on évalue le risque hémorragique du patient avec cancer, regarder si la tumeur était encore en place. Et ça, effectivement, c'est une notion nouvelle, mais bien démontrée. Et ça se vérifie, quel que soit l'anticoagulant concerné. Là, je vous ai rapporté les données du registre Théséum qui a recueilli des patients qui avaient une thrombose et un cancer
et qui traité par essentiellement les HBPM et qui s'est intéressé aux facteurs de risque hémorragique, on voit que le facteur le plus puissamment associé, si je puis dire, au risque hémorragique, c'est le fait d'avoir une tumeur primitive en place. Donc en gros, si le cancer est encore là, qu'on l'anticoagule, on est bien obligé puisqu'il y a une thrombose, eh bien le patient, on sait qu'on l'expose à un risque hémorragique. Et vous voyez bien loin devant d'autres facteurs qui, notamment d'ailleurs l'association au traitement antiplaquettaire, par exemple, vous connaissez bien. Qu'en est-il des AOD? Alors, on a les données d'Apixaban dans Caravaggio puisque cet élément a été regardé dans cette étude. Et là, c'est également extrêmement net. Quand la tumeur digestive a été réséquée, donc chez des patients qui n'ont plus de cancer en place, luminal, eh bien, il n'y a pas de saignement majeur. Vous utilisez la daltéparine ou l'apixaban. Par contre, si votre tumeur est encore en place, que vous utilisiez l'AOD, l'apixaban en l'occurrence, ou la daltéparine, eh bien, le risque hémorragique est majoré. Donc, bien avant d'anticoaguler, évaluer le risque hémorragique et bien entendu prévenir le patient que si la tumeur est en place, il est tout à fait possible et envisageable qu'il y ait un saignement qui se produise. L'autre élément que j'annonçais tout à l'heure est celle des particularités du traitement anticoagulant. Toujours dans notre démarche, à partir du moment où on a une HBPM et un AOD qui sont deux classes pour lesquelles il y a une efficacité qui est tout à fait satisfaisante, comment choisir l'un ou l'autre? Donc, on a abordé le cas des cancers digestifs, qui est un cas un peu particulier, qui pose question. Et puis là, maintenant, parlons des traitements, et notamment de la pharmacologie. Alors, on ne va pas aller bien loin dans la pharmacologie, mais des notions quand même extrêmement simples, donc il faut avoir en tête et se souvenir que les AOD ont quand même une absorption qui est digestive, variable selon l'AOD. Je vous ai remis ici ces notions. Et il faut donc adapter sa prescription aux patients, puisque quand vous avez un AOD, ces patients, ils ont très fréquemment eu des résections chirurgicales, une mucite induite par un traitement anticancéreux. Ce sont que quelques exemples. Il est bien évident que si un patient a une œsophagectomie, par exemple, ça va être compliqué d'envisager un traitement qui va être avec cette localisation d'absorption. Là, dans ce cas-là, ou une gastrectomie, probablement que l'HBPM sera plus adapté. Après, il faut également prendre en compte les traitements anticancéreux. Certains de ces traitements anticancéreux sont eux-mêmes à risque hémorragique. Et là, si vous avez un traitement anticancéreux qui a un risque hémorragique, que vous anticoagulez le patient, clairement, son risque hémorragique va là aussi être encore accru. Alors, s'il saigne, bien sûr, vous pourrez mettre en cause l'un ou l'autre des anticoagulants qui auraient été utilisés, mais néanmoins, le risque du malade et le risque hémorragique est accru, quel que soit l'anticoagulant que vous utilisez. Et il faut le savoir. Et enfin, il y a le risque, la discussion autour des interactions médicamenteuses, surtout sur les traitements anticancéreux qui jouent sur le 3 à 4 et la PGP. Quand on a un seul des mécanismes en commun, on n'a pas vraiment d'inquiétude. Quand on a les deux, il faut effectivement pouvoir réfléchir. Il y a de très rares associations pour lesquelles on peut redouter une modification de l'effet anticoagulant. On est sur des notions qui sont un petit peu difficiles à évaluer en clinique puisque les interactions sont théoriques sur des données in vitro et on a peu d'informations sur la relevance clinique de ces interactions. Clairement, il n'y a pas d'effet attendu de l'AOD sur l'effet anticancéreux. Pour des associations qui mettraient en jeu des inhibiteurs ou des activateurs d'ailleurs puissants à la fois de la PGP du 3 à 4, on peut se poser des questions, mais encore une fois, c'est relativement rare et à ce jour, il n'y a aucune preuve d'une relevance clinique d'une telle interaction. En termes de recommandations, à la lumière des données des études que je viens de vous présenter de manière synthétique, avec donc, le réseau InnovVTE FCRA, nous avons, et sous l'égide de la SPLF, et des recommandations qui sont multi-sociétés, qui ont été émises et actualisées l'année dernière, des recommandations françaises qui préconisent devant un événement veineux thromboembolique dans un contexte de cancer, de traiter pendant au moins 6 mois le patient, avec en grade 1
plus une stratégie HBPM prolongée ou apixaban. Et donc, en l'absence de cancer digestif ou urogénital, on peut envisager l'édoxaban qui n'est pas disponible en France ou le rivaroxaban. Chez des patients qui ont une insuffisance rénale sévère, donc toujours en Cochrane, clairance inférieure à 30, on préconise une HBPM. Et en tout cas, on va éviter le plus possible les antivitamines K chez ces patients avec thrombose et cancer. La question qui se pose ensuite est de savoir qu'est-ce qu'on fait à 6 mois pour les patients qui sont encore vivants. Là, on n'a pas d'essai thérapeutique à notre disposition. Que disent les études observationnelles? Des données assez récentes sur la partie gauche qui évaluent le risque de récidive veineuse thromboembolique chez des patients qui ont un cancer, qui ont déjà fait un premier épisode. On peut voir 0,5 à 1, c'est les 6 premiers mois de traitement, que le risque de récidive est majeur et le premier mois, mais aussi pendant les 6 premiers mois, et qu'après ces 6 premiers mois, le risque de récidive, il persiste, même s'il est moins élevé. Donc, il fait poser la question de la poursuite du traitement anticoagulant, puisque le cancer, quand il est encore présent, présage d'un risque de récidive qui existe, même s'il est moins élevé qu'à la phase toute initiale. Est-ce que ce risque est plus élevé selon que le patient se soit présenté sous la forme d'une TVP ou d'une EP? C'est la partie droite. La réponse est non. On voit que le risque de récidive, il existe, quelle que soit la localisation initiale qui a fait découvrir la thrombose. Et puis en haut à droite, on pourrait se dire, oh, mais c'est sûrement les cancers les plus thrombogènes qui sont concernés par cela. Eh bien, pas du tout, parce que les cancers les plus thrombogènes, les pancréas, les estomacs, malheureusement, ont un pronostic qui est moins bon. Et ce n'est pas forcément ceux qui sont encore vivants à 6 mois. Et on voit apparaître comme patients qui sont les plus concernés par cette question du traitement prolongé, des patients qui ont un cancer de prostate, du sein, du poumon et colorectal, ce qui est l'occasion de rappeler que même si un cancer du sein est moins thrombogène qu'un autre, ça reste quand même thrombogène et que finalement, au nombre absolu de patients en cause, concernés, ces cancers-là sont les principaux représentants et candidats à un traitement à 6 mois. Pas d'essai thérapeutique. Quels sont les risques de récidive et de saignement? Alors, pour essayer de nous guider dans notre stratégie, on continue, on arrête, on continue pleine dose, on diminue la dose. Beaucoup de données, vous voyez résumé ici. Toujours à gauche la récidive et à droite les complications hémorragiques. Des bras d'essais thérapeutiques que vous voyez dans les premières lignes et puis en dessous des registres. Et clairement, on voit l'illustration de l'absolue nécessité de faire un essai thérapeutique dans cette circonstance, puisque on voit bien que les risques de récidive, notamment, sont très variables d'une étude à une autre, ce qui illustre l'absence de randomisation et l'hétérogénéité des populations, et le fait qu'on ne puisse absolument pas tirer de quelle que soit une quelconque conclusion de ces données observationnelles. Il faut faire un essai. L'essai est en cours, je vais vous en parler. En attendant, est-ce qu'on peut identifier des patients qui seraient à très faible risque de récurrence, de récidive? Chez ces patients, s'ils sont à faible risque de récidive après 6 mois, on peut envisager raisonnablement qu'on pourrait arrêter le traitement et ne pas les exposer à un risque hémorragique. Alors, on a une bonne piste, ça reste à démontrer prospectivement, néanmoins, à partir d'un registre canadien, des patients, donc thrombose et cancer, traités 6 mois, et ensuite, donc, le médecin avait la liberté de poursuivre ou d'arrêter le traitement. Ces données ont été proposées en séparant les patients qui avaient eu une chirurgie ou pas, juste avant l'événement veineux thromboembolique. Typiquement, on trouve un cancer du côlon dans un contexte de... On opère le patient et c'est là qu'il fait son embolie pulmonaire, par exemple. Donc, cette fois-ci, on a une chirurgie carcinologique. C'est dans ce contexte que le patient fait l'événement. Le cancer est opéré, donc a priori guéri. 6 mois plus tard, on regarde ce qui se passe, même 12 mois plus tard. Eh bien, les patients chez qui il y avait une chirurgie, donc avant la survenue de l'événement veineux thromboembolique, c'est les courbes orange en bas, ont un risque de récidive extrêmement faible, ce qu'on peut aisément comprendre d'ailleurs. Donc, ces patients-là sont potentiellement candidats à l'arrêt du traitement anticoagulant au bout de 6 mois. Parce qu'à l'inverse, on a des patients chez qui on ne voudrait surtout pas arrêter le traitement anticoagulant parce que
on considère qu'ils sont à très haut risque de récidive. La réponse est oui. Et avant tout, c'est le cancer actif. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer actif? C'est un cancer qui est encore en place, pour lequel on a encore de la maladie tumorale ou un traitement du cancer, ce qui concerne également l'hormonothérapie, ou des patients à très haut risque de récidive. Et dans ce contexte, on le sait depuis longtemps, et on le revoit très bien illustré ici, où des patients qui ont thrombosé, qui ont encore un cancer actif, quand on les compare à des patients qui ont un cancer qui est inactif, le risque de récidive il est extrêmement élevé et extrêmement précoce, d'où l'importance de ne surtout pas arrêter le traitement anticoagulant chez eux. Recommandation française sur le traitement prolongé, évaluer au bout de 6 mois où on en est du cancer, est-ce qu'il est actif ou pas, avec notamment la prise en compte du traitement anticancéreux, et là encore l'hormonothérapie, quand on est dans cette situation, est considérée comme un traitement anticancéreux. On a une petite différence de vue là-dessus par rapport aux oncologues, mais l'essentiel c'est de savoir que l'hormonothérapie est considérée comme un traitement du cancer quand on parle de thrombose en tout cas. Est-ce que le cancer est encore actif? Est-ce que le patient a récidivé pendant les 6 premiers mois? Bon. Donc, dans ce contexte, une fois qu'on a fait cette évaluation, on propose de poursuivre l'HBPM si le patient était sous HBPM et que ça se passe bien. Si le patient a envie de changer ou tolère mal le traitement par HBPM, à ce moment-là, on propose de switcher pour un anticoagulant oral et plutôt l'AOD qu'un AVK. Et puis, si le patient est déjà sous AOD et que le patient est content de sous AOD, à ce moment-là, on propose de poursuivre l'AOD. Est-ce qu'on peut baisser la dose? C'est ça la vraie question, puisque je vous ai dit au début de la séquence sur le traitement prolongé que le risque de récidive est plus faible. Il paraît tentant de proposer à ces patients, en tout cas au moins pour partie, une dose réduite d'anticoagulants pour les protéger du risque de récidive et potentiellement les exposer à un risque hémorragique moindre. C'est l'objectif de l'étude APICAT qui est habituellement en cours, qui est un essai prospectif, randomisé, en double aveugle. C'est important de dire que c'est en double aveugle, puisque c'est la première fois dans le domaine du cancer, qui se propose de tester l'abaissement de dose chez des patients qui ont déjà reçu 6 mois d'anticoagulants pour un événement veineux thromboembolique associé au cancer. Donc, on randomise ces patients. La moitié est mise sous apixaban 5 mg et la moitié des patients reçoit la dose réduite, 2,5 mg x 2 pendant 12 mois. Donc, l'objectif est de tester la non-infériorité sur le risque de récidive. Et si on atteint cet objectif, de tester ensuite la supériorité sur le risque hémorragique. Et il y a une stratification en fonction du site du cancer. Étant donné que le risque d'événement veineux diffère selon le site du cancer, eh bien, on peut imaginer que le résultat ne soit pas forcément le même en fonction de la strate. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans les mois à venir, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 1100 patients inclus sur les 1722 attendus. Vous voyez que l'étude est internationale avec beaucoup de pays qui sont actuellement en cours de recrutement. Il y a 63 centres en France, donc je suis certaine que vous pouvez être amené à proposer des patients et à participer vous aussi à cette étude. Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas, avant la discussion, comme données disponibles sur le traitement initial et les données actuellement pour le traitement prolongé. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire et à découvrir dans ce domaine et dans cette pathologie. Merci, professeur Mahé, pour cette présentation très concise, didactique. On va passer à la discussion. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en bas. On a une première question sur accident thromboembolique sur une chambre, un porte-à-4. Quelle est votre conduite à tenir? Alors, si je peux récupérer ma présentation, je crois que j'avais mis une diapo là-dessus. Alors, à moi de la repartager peut-être? Ah oui, c'est moi qui l'ai, pardon. Là, alors, on a prévu cette situation dans les recommandations françaises. Vous pouvez tout à fait les trouver en ligne. On a évoqué énormément de cas pratiques, même si on a peu d'études dans cette situation.
l'essai est vraiment bien conduit. Donc, en cas de thrombose sur un porte-à-4, la première chose, c'est de s'assurer que c'est vraiment une thrombose. Il faut s'en assurer avec un dopplériste en qui vous avez confiance et pas, bien sûr, passer à côté d'un manchon fibrineux, par exemple. Bon, on va se passer dans la situation où on a vraiment une thrombose. Nous suggérons de les traiter, suggérer parce qu'il n'y a pas d'essai thérapeutique prospectif randomisé dans cette situation, de traiter pendant au moins 3 mois, que le cathéter soit maintenu ou pas. Ensuite, si le cathéter est laissé en place et que le cancer est actif, on propose de continuer au-delà de ces 3 mois. Après, comment il n'y a pas d'essai comparatif, HBPM, AVK, AOD, tout est envisageable dans cette situation. Le principal, c'est de traiter ces patients. Il faut également réfléchir à ce qu'on fait du cathéter. Il faut donc regarder s'il est bien en place et s'il y a des stigmates évocateurs d'infection ou non. S'il n'est pas en place et ou qu'il est infecté, il est préférable de le retirer. J'espère que j'ai répondu à la question. Ah oui, je pense que c'était assez complet. On a une deuxième question. Une question sur le l'apixaban et la clairance entre 15 et 30. On voulait savoir, une personne dans l'auditoire voulait savoir si on pouvait utiliser l'apixaban entre 15 et 30 de clairance. Alors, je vais reprendre là aussi clairement, je sais que dans le RCP du produit, il est proposé de maintenir les AOD. Clairement, je ne le préconise pas. Ces patients n'ont pas été inclus dans les essais. On ne connaît pas la bonne dose. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis que je ne sais pas ce qu'on fait dans cette situation-là. Donc, c'est pour la raison pour laquelle, dans les recommandations, on a proposé de recourir aux HBPM pour des clairances en dessous de 30. Et en particulier la tenzaparine dans cette situation d'insuffisance rénale pour laquelle on a quand même plus de données que pour les autres. Alors justement, moi j'avais une question sur les HBPM. Est-ce que vous avez évoqué la tenzaparine, donc l'INOEP, est-ce que toutes les HBPM se valent? Est-ce qu'il faut plutôt privilégier une HBPM plutôt qu'une autre et dans quelle situation? Alors là, je vais retrouver, je vais m'appuyer voilà, sur les essais sur les HBPM. Donc, en France, on l'a même la daltéparine et la tenzaparine, et beaucoup plus récemment, l'enoxaparine. Sur quelles données ça repose? Donc, pour la daltéparine, les données sont très solides avec l'étude CLOT. Donc, vous voyez ici les résultats. En même temps, il n'y a eu qu'une seule étude. Donc, on a l'habitude. Votre écran. Vous ne voyez pas? Non, il est plus partagé votre écran. Ah, pardon. Alors, je vais sortir. Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai fait une fausse manœuvre. Je le représente. Alors, zoom, voilà, ça doit être ça. Ah, mais je ne sais pas pourquoi. Que puis-je faire pour repartager mon écran? En tout cas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que la daltéparine donc, a été évaluée au schéma d'ICLOT, c'est-à-dire 200 unités kilo pendant 1 mois, et ensuite une dose réduite de 150 unités kilo-jour. Donc, ça fait un peu le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Attention au schéma posologique. Quand on est dans la maladie veineuse thromboembolique, à la différence de la fibrillation auriculaire où on prévient la survenue d'un événement cardio-embolique, dans la maladie veineuse thromboembolique, on a un événement qui est déjà constitué. Et le risque de récidive, il est vraiment très, très élevé pendant le premier mois, raison pour laquelle, dans l'étude CLOT, il a été décidé d'augmenter la dose initiale pendant le premier mois. Donc ça, c'est le schéma CLOT, AMM. Voilà. Pour la tenzaparine, on a 2 études, l'étude LIT d'une part et l'étude CATCH. L'étude CATCH est passée à la limite de la significativité pour des raisons probablement d'évolution du pronostic de la maladie veineuse thromboembolique chez ces patients, donc de calcul du nombre de sujets. Donc la tenzaparine à l'AMM, à la dose habituelle de 175 unités kilo-jour.
Et beaucoup plus récemment, donc l'énoxaparine vient d'obtenir l'AMM sur la base de données observationnelles donc d'une harmonisation européenne avec l'étude Cantanox qui, quant à elle, avait utilisé un schéma à 1,5 mg kilo une fois par jour. Donc, c'est comme ça, si vous utilisez une HBPM, qu'il faut les utiliser, puisque c'est à ces schémas-là qu'elles ont été évaluées dans la population des patients qui ont une thrombose associée au cancer. D'accord. Est-ce que justement dans les études qui ont été faites initialement AVK versus HBPM, est-ce qu'une partie de la différence en termes d'événements ischémiques ne peut pas être expliquée par un mauvais contrôle de l'INR? Oui, alors ce sont des événements thromboemboliques, effectivement, donc récidive, TVP ou EP. Il y a plusieurs explications. Déjà, les patients qui ont un cancer sont très thrombogènes, il y a un risque de récidive. Et les AVK sont difficiles à utiliser chez ces patients, avec des fluctuations d'INR et un temps passé dans l'INR cible qui est beaucoup plus faible effectivement qu'en dehors du cancer. Déjà, ce n'est pas terrible en dehors du cancer, mais dans le cancer, c'est bien pire, avec donc toutes les associations médicamenteuses qui peut y avoir, mais également les arrêts qui doivent être réalisés compte tenu des situations d'anémie, de thrombopénie, de gestes invasifs, que ce soit une pose de PAC, mais aussi de chirurgie, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations à faire des relais qu'on connaît moins maintenant, mais qui sont des situations où, évidemment, on expose le patient à plus de récidives et plus de saignements. Donc, les interactions, plus les situations d'arrêt itératif liées aux effets des chimiothérapies d'une part, mais aussi des gestes invasifs, tout cela concourt à expliquer pourquoi l'AVK est vraiment le moins bon des traitements à proposer à des patients qui ont une thrombose associée au cancer. On va revenir peut-être aux questions de l'auditoire. Il y a une question de la vraie vie, là, c'est vraiment un cas clinique. C'est une patiente qui présente un adénocarcinome bronchique qui a eu une TVP unilatérale mise sous HBPM curative, récidive contralatérale et une embolie pulmonaire. Quelle est votre attitude thérapeutique dans ce cas? Donc, c'est un patient, si j'ai bien compris, ou une patiente qui est bien anticoagulée par HBPM. On ne nous le dit pas, mais a priori, je pense. Hop, voilà, et qui récidive sous traitement. Exactement. Alors, là, c'est une situation évidemment très importante et il y a plusieurs choses. D'abord, il faut être sûr que c'est une récidive. Parce que là, c'est une embolie pulmonaire dont on nous parle, si j'ai bien… Et récidive contralatérale de sa TVP. Ah non, c'est une TVP. Bon, donc il faut être sûr que c'est bien une récidive, parce que la question se pose plus pour l'embolie pulmonaire que pour une récidive de thrombose, mais il faut que le diagnostic soit certain. Après, il faut vraiment voir avec le patient, sans pour autant le culpabiliser, essayer de savoir s'il a bien pris son traitement. Il n'est quand même pas rare qu'il y ait eu des oublis et la suite va en dépendre. Donc, il faut effectivement savoir si le patient a pris correctement son traitement ou pas. Et le troisième élément qu'il va falloir rechercher est de savoir s'il y a une progression du cancer, si le patient a vraiment une récidive veineuse thromboembolique alors que la thrombose est bien gérée. La plupart du temps, c'est que le patient a une progression de son cancer. En pratique, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on parle à l'oncologue, on essaie de voir si le patient progresse ou pas. Si le patient était sous HBPM, on a des données qui observationnelles, là encore, qui nous rassurent sur le fait qu'on peut augmenter la dose d'HBPM de 25%, permettant de contrôler cet orage un peu prothrombotique sans prendre beaucoup de risques hémorragiques. Donc, si le patient était sous HBPM, bien conduit, bien pris à la bonne dose, parce qu'il faut penser aussi à peser le malade, parce que les doses HBPM, des fois, voilà, on augmente la dose de 25%. Si le patient était sous AOD, eh bien, on va le passer aux HBPM. Il y a une étude actuellement qui est une étude qui s'appelle REDUCE, qui évalue ces stratégies de façon prospective pour avoir plus d'informations et plus
oui, de poids et de puissance pour pouvoir recommander ce qui est pour l'instant des suggestions dans les recommandations françaises. Donc, si c'est HBPM, on augmente la dose de 25%. Si c'est un AOD, eh bien, on switch pour une HBPM, soit à dose pleine, soit là aussi à une dose plus élevée. Et vous ne monitorez pas l'anti-10A sous HBPM? Non. Non, les études ont été faites à une dose adaptée au poids. Par contre, le poids, alors ça fait un petit peu bête de dire ça, mais il faut peser les malades. L'anti-DISA, aucune des études n'a été faite en monitorant l'anti-DISA. Donc, Je veux dire, dans la stratégie d'augmenter la dose de 25%. oui, on peut faire un anti-DISA, mais ça ne changera pas grand-chose. De toute façon, si le malade il est en sa thrombose, il a son cancer qui progresse, on monte. Anti-DISA ou pas anti-DISA, de toute façon, les filtres, c'est vraiment de moins en moins posé chez ces patients puisque ça ne règle aucun des problèmes et pire encore, c'est thrombogène. Donc, on n'aura pas d'autre solution que d'augmenter l'HBPM. Moi, j'en fais pas. Justement, dans les situations un peu particulières, chez les poids extrêmes et notamment les patients très obèses, obésité morbide, qu'est-ce que vous préconisez comme anticoagulation dans ce contexte? C'est à la fois cancer, mais en dehors du cancer, FA par exemple, c'est… Voilà. Alors, le cancer, c'est vrai on est rarement confronté à l'obésité morbide. Maintenant, en ce qui concerne la maladie veineuse thromboembolique au sens large, là, dans les dernières recommandations, les AOD ont été proposés à leur schéma habituel sur la base de données observationnelles. Donc, on commence à accumuler un certain nombre d'informations qui permettent de penser que elles peuvent être utilisées dans cette situation aux doses habituelles. D'accord. Peut-être une autre question sur le… On a compris que tous les AOD ne se valent pas tous sur le risque de saignement digestif. Est-ce qu'on a eu des pistes qui expliquent pourquoi la Pixaban a fait moins saigner ou… Alors là, c'est une question qui est… alors, en tant que cardiologue, on a vu ça aussi dans la fibrillation auriculaire, qu'il y avait des petites différences entre les AOD, notamment sur le risque digestif. Après, quand on discute avec des hémostasiens, voilà, sur le mode d'action qui est un tout petit peu différent entre les molécules. Une autre piste, est-ce que la prise en 2 fois par jour pourrait être là un avantage? Il y a beaucoup de pistes qui sont avancées. Au jour d'aujourd'hui, on a que des pistes, on n'a pas du tout de certitude. Mais encore une fois, on a vu ça dans la fibrillation auriculaire également. Donc, probablement que c'est lié au mécanisme de la molécule. D'accord. Écoutez, le temps tourne. On avait encore quelques questions dans l'assistance, mais on ne va pas avoir trop le temps. Je vais me permettre de conclure, de remercier le professeur Mahé qui nous a fait l'honneur de nous présenter cette mise à jour sur les AOD et cancer. Je voulais aussi vous parler du prochain rendez-vous qui est, là je prends mon petit papier parce que j'ai besoin de mon pense-bête. Le prochain webinaire, c'est lundi 25 avril, 20h, c'est un flash info sur la prise en charge au long cours des patients coronariens qui font de la FA. Je voulais remercier aussi tout l'auditoire pour avoir suivi ce webinaire et puis vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Merci professeur Mahé, à bientôt. Au À revoir. bientôt, merci à vous. Je ne sais pas si on est encore en direct. Je vais demander à Amélie si on est encore en direct.